Imaginez une frontière impitoyable en 1878, où la poussière rouge colle à la peau et où l'humanité se marchande comme du bétail. Ce jour-là, au milieu d'un marché sans loi, un chef apache nommé Thomas Red Hawk arrive avec 2 sangliers sauvages et repart avec quelque chose que personne n'aurait osé prévoir. Une veuve blanche abandonnée, Eleanor Hayes, offerte comme un fardeau dont on veut se débarrasser. Ce qu'il va se passer entre ces 2 âmes brisées par la même violence, dans un monde qui ne tolère ni pitié ni mélange, vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la liberté, le respect et le prix de la dignité. Personne ne pouvait imaginer que cette transaction maudite deviendrait la fissure par laquelle la lumière entrerait. Mais jusqu'où iront-ils pour protéger ce qu'ils ont choisi ensemble? Le dénouement vous surprendra, je vous le promets. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, partagez en commentaire le pays ou la ville d'où vous écoutez et restez jusqu'à la fin. Vous ne serez plus le même après. En 1878, sous un soleil impitoyable qui calcinait la terre rouge jusqu'à l'os, s'étendait un marché frontalier sans nom, coincé entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique, là où la loi n'était plus qu'un écho lointain et où la poussière collait à la peau comme une malédiction tenace. L'air était saturé d'odeurs âcres, cuir tanné, sueur de cheval, tabac mâché et alcool bon marché qui brûlait les gorges des marchands blancs. Ces hommes agissaient comme si l'immensité aride leur appartenait déjà, comme si les canyons escarpés et les mesas brûlantes avaient entier plié devant leurs bottes et leurs fusils. À la marge, les Apaches n'étaient que des silhouettes qu'on souffrait tant qu'elles doivent rester discrètes et serviables. Ce jour-là, Thomas Red Hawk arriva seul, juché sur un Mustang nerveux, traînant derrière sa selle 2 sangliers sauvages solidement ligotés. Les bêtes grognaient encore, défenses souillées de boue séchée, fruit d'une chasse acharnée pour troquer contre des munitions et du sel. L'hiver précédent avait ravagé le campement caché dans les montagnes. La faim y rôdait et chaque cartouche pesait lourd dans la survie du peuple. Il s'approcha du comptoir improvisé de Harlan Graves, un trafiquant au visage crevassé par le soleil et l'avidité, barbe grise pendant comme une corde effilochée. Les mots furent certains rares. Le poids des sangliers contre une caisse de balles et quelques sacs de sel gemme. L'échange touchait à sa fin, les mains déjà prêtes à sceller l'accord, quand Harlan, un rictus aux lèvres, pointa le menton vers l'angle le plus sombre de l'enclos de bois brut. Là, attaché par la cheville à un poteau pour l'empêcher de fuir trop loin, se tenait une femme blanche. Sa robe grise, jadis peut-être décente, n'était plus qu'un lambeau crasseux. Ses cheveux blonds, coupés court à la va-vite pour des raisons pratiques ou pour briser l'orgueil, encadraient un visage pâle, creusé par l'épuisement et une résignation froide. Elle gardait les yeux baissés, comme si lever le regard coûtait trop d'énergie ou ravivait trop de douleur. Harlan cracha son jus de tabac avant de lancer, assez fort pour que la poignée de buveurs et de joueurs l'entendent. Voici Eleanor Hayes, veuve. Son homme s'est fait abattre dans une escarmouche. On ne sait même plus qui a commencé. Le convoi l'a abandonnée en route, trop encombrante, trop dangereuse à garder. Personne n'en veut. Si vous prenez le lot complet aujourd'hui, chef, je vous la cède avec. Comme ça, je me débarrasse d'un boulet. Un rire rauque s'éleva de la foule, pas dirigé contre la femme en tant que telle, mais contre l'idée même qu'un être humain puisse être réduit à cela, un fardeau dont on se défait comme d'un outil cassé. Sur cette frontière, la règle était simple et cruelle. Sans protecteur, on devient marchandise. Thomas Red Hawk ne rit pas. Il tourna lentement la tête vers Eleanor Hayes et l'observa longuement, sans précipitation, sans lueur de convoitise. Ce n'était pas le regard d'un homme qui jauge une prise, mais celui de quelqu'un qui reconnaît une plaie qu'il porte en lui.
Il savait précisément ce que signifiait être étiqueté, problème à éliminer, par ceux qui se proclamaient maîtres du territoire. Il avait vu des femmes apaches arrachées à leur foyer, traînées comme butin, leurs cris étouffés dans la nuit. Emmener cette femme blanche, c'était appeler les patrouilles militaires, les chasseurs de primes, les prétextes à massacre. C'était tendre une cible parfaite aux journaux et aux officiers avides de gloire. Il pouvait encore faire demi-tour, charger ses provisions et rentrer, prolonger la survie du clan. Il esquissa le geste de partir. Le cheval sentit la tension, piaffa nerveusement. Puis il s'immobilisa. Dans l'air torride, des visions surgirent. Tipis incendiés, enfants emportés, femmes de gros poignets entravées. S'il s'en allait maintenant, il survivrait, certes, mais il porterait le poids d'avoir laissé une autre âme être écrasée par la même machine qui écrasait les siens. Il revint sur ses pas. Sans un mot inutile, il posa sur le comptoir tout ce qu'il avait prévu, plus une pincée d'or poussiéreux. Arlan haussa un sourcil, surpris, mais empocha sans discuter. L'argent parle toujours plus fort. Thomas détacha la chaîne de la cheville d'Elénor avec une précision presque respectueuse. Il ne la toucha pas, ne l'attrapa pas par le bras, comme on s'y attendrait. Il se contenta d'un signe de tête vers la sortie, puis prononça, dans un anglais rugueux mais net, « You can leave anytime ». La foule se tut une seconde, déçue de ne pas assister à une scène plus brutale. Puis les rires reprirent, plus bas, plus railleurs. Mais Thomas Red Hawk n'écoutait plus. Il remontait en selle, les sangliers derrière lui, et Eleanor Hayes, après un instant d'hésitation infinie, se mit en marche à côté du cheval, tête basse, ignorant si elle suivait un nouveau maître, ou si, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un lui offrait une issue autre que l'oubli lent. La poussière s'éleva derrière eux alors qu'ils quittaient ce marché sans nom, et personne n'aurait pu imaginer ce que cette transaction maudite allait réellement engendrer. La poussière retombait lentement derrière eux alors qu'ils s'éloignaient du marché, enveloppant les rires moqueurs dans un nuage ocre qui semblait vouloir effacer jusqu'au souvenir de cet endroit maudit. Thomas Red Hawk chevauchait en tête, le dos raide, les yeux fixés sur l'horizon dentelé des mésas qui se découpillèrent contre un ciel de cuivre brûlant, tandis qu'Eleanor Hayes marchait à côté du cheval, à distance respectueuse, ses pas mesurés, trahissant une vigilance de bête traquée, prête à bondir au moindre signe de piège. Le sentier qu'ils empruntèrent sinuait entre des cactus squelettiques et des rochers aux arêtes tranchantes, là où le soleil cognait si fort que l'air lui-même semblait vibrer. Aucun mot n'était échangé. Le silence pesait plus lourd que la chaleur, tendu comme une corde d'arc, seulement rompu par le claquement régulier des sabots, le grognement étouffé des sangliers attachés et le crissement du cuir de la selle. Eleanor gardait les yeux rivés sur le sol, scrutant chaque ombre, chaque creux susceptible de cacher une issue, convaincue que cette apache l'avait prise pour des raisons qu'elle refusait encore d'imaginer. Les heures s'étiraient, impitoyables. La sueur coulait le long de la nuque de Thomas, trempant le col de sa chemise en peau de daim, mais il ne ralentissait pas, conscient que chaque mile creusait la distance entre eux et les regards curieux du marché. Eleanor, les pieds en sang dans ses bottes usées, serrait les dents, refusant de montrer la moindre faiblesse, car sur cette frontière, la plainte était un luxe que personne ne pouvait se permettre. Quand le soleil déclina enfin vers les crêtes ouest, projetant des ombres longues et acérées comme des lames, ils atteignirent un canyon étroit, bordé de parois rouge sang. Thomas choisit un renfoncement abrité pour la nuit, descendit de cheval, sans un regard en arrière, et commença à détacher les sangliers pour les entraver à un arbuste sec. Eleanor s'arrêta à l'entrée du campement improvisé, hésitante, les muscles tendus, prête à fuir si l'obscurité lui offrait une chance.
La nuit tomba brutalement, comme toujours dans le désert, et le froid s'installa avec la rapidité d'un couteau tiré. Thomas alluma un petit feu, juste assez pour repousser les coyotes, sans signaler leur position aux éventuels poursuivants. Les flammes dansaient sur son visage marqué, révélant des traits durs taillés par des années de résistance. Eleanor s'assit à l'opposé, aussi loin que possible sans quitter le cercle de lumière, les genoux ramenés contre la poitrine. Ce fut alors que l'accident survint. Dans l'obscurité, le cheval, nerveux, fit un écart sur une pierre instable et dévala un talus rocailleux. Thomas, qui ajustait encore la longe, fut entraîné dans la chute. Un craquement sec résonna quand sa jambe heurta un rocher, suivi d'un grognement contenu. Il se releva tant bien que mal, le visage blême, mais le sang coulait déjà abondamment le long de son mollet, sombre et épais, sous la lueur du feu. Eleanor resta figée un instant, le cœur battant. C'était l'occasion, un homme blessé, seul, dans la nuit. Elle pouvait s'enfuir, tenter de rejoindre une piste connue, risquer la mort par soif plutôt que l'inconnu. Pourtant, quelque chose la retint. Elle s'approcha lentement, arracha un large morceau de sa robe déjà en lambeaux et, sans demander la permission, s'agenouilla pour serrer le tissu autour de la plaie béante. Ses les mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'effort de maîtriser des gestes qu'elle avait appris jadis sur une ferme incendiée. Pensez vite, serrez fort, arrêtez le sang avant que la faiblesse n'emporte tout. Thomas ne bougea pas, ne protesta pas, laissant seulement échapper un souffle rauque quand le nœud fut noué. Pour la première fois depuis le marché, leurs regards se croisèrent pendus vraiment dans la lumière vacillante. Il n'y avait ni gratitude forcée, ni domination dans ses yeux noirs, seulement une reconnaissance muette de cette dette imprévue. Plus tard, quand le feu ne fut plus que braise, Eleanor murmura dans l'obscurité « Pourquoi m'avoir emmené ?» Thomas attendit longtemps avant de répondre, la voix basse, éraillée par la poussière et la douleur, parce que je sais ce que ça fait, d'être appelé propriété. Le silence retomba, mais il n'était plus tout à fait le même. Dehors, le vent glissait entre les parois du canyon comme un chant ancien, et les étoiles, indifférentes, veillaient sur deux silhouettes qui, pour la première nuit, partageaient best plus qu'un feu. La mémoire commune d'avoir été réduit à rien par la même violence. Le silence qui suivit ces mots ne fut plus aussi oppressant. Il portait désormais une nuance de compréhension muette, comme si le vent nocturne du canyon avait emporté une partie de la méfiance accumulée. Les jours suivants, ils reprirent la piste à l'aube, franchissant des plateaux balayés par un vent sec, qui soulevait des tourbillons de sable rouge et descendant dans des vallées où les yuccas dressaient leurs pointes acérées vers un ciel implacable. La blessure de Thomas Red Hawk ralentissait l'allure, mais il refusait de montrer la douleur, serrant les dents chaque fois que le cheval trébuchait sur les pierres roulantes. Eleanor marchait plus près maintenant, observant du coin de l'œil la façon dont il ajustait son poids pour soulager la jambe bandée, sans proposer d'aide, car elle savait que l'orgueil était souvent la seule armure restante sur cette frontière. Enfin, après un col escarpé gardé par des pins tordus, ils atteignirent le campement caché au fond d'une cuvette entourée de falaises ocre qui absorbaient la chaleur du jour et la restituaient la nuit. Les eaux tipis formaient un cercle autour d'un foyer central où les braises ne s'éteignaient jamais. Des enfants couraient entre les chiens maigres et les femmes pilaient le maïs avec des gestes ancestraux. L'arrivée d'une femme blanche fit planer un silence immédiat. Les regards se posèrent sur Eleanor comme sur un risque incarné. Thomas descendit de cheval avec raideur, ignora les questions muettes et la conduisit vers un tipi à l'écart. Il entra le premier, posa son fusil contre la paroi, puis revint avec une gourde d'eau claire. Il la tendit à Eleanor,
tenant la gourde ferme pour qu'elle boive à longs traits, sans renverser, puis tourna délibérément le dos, fixant l'entrée comme pour monter la garde. Ce geste simple lui offrait l'espace de boire sans être observée, ni jugée. Quand elle eut fini, elle rendit la gourde, la gorge moins sèche, le regard un peu moins fuyant. Thomas hocha la tête et sortit. Le lendemain matin, avant que le camp ne s'éveille complètement, Thomas fit chauffer de l'eau dans une bassine de cuivre, cabossée posée sur des pierres, au-dessus d'un feu discret. Il y jeta un morceau de savon rudimentaire, à l'odeur âcre, puis transporta la bassine fumante à l'intérieur du tipi, la posa au centre sur une peau de mouton et plaça à côté un chiffon propre, ainsi qu'une chemise en coton usée mais lavée. Sans explication superflue, il se retira, refermant la portière de cuir, laissant Éléanore seule avec la vapeur qui montait en volute paresseuse. Elle resta longtemps immobile, écoutant les bruits du camp qui s'éveillait. Hennissement d'un poney, rire d'un enfant, claquement d'un métier à tisser. Accepter ce bain, c'était accepter l'offre d'un homme d'un autre peuple. Refuser, c'était rester prisonnière de la crasse qui rappelait son statut de rebut. Finalement, elle ôta ses vêtements en lambeaux et entra dans l'eau chaude qui l'enveloppa d'abord comme une brûlure, puis comme un soulagement oublié. Elle frotta vigoureusement, faisant partir la poussière des pistes, la sueur des nuits d'angoisse et les traces de honte accumulées. Les cheveux, une fois lavés, retrouvèrent leur poids et leur couleur, tombant en mèches lourdes sur des épaules marquées de par le soleil et le labeur. Quand elle sortit, la peau rougie mais propre, elle enfila la chemise trop grande qui sentait le feu de bois et la terre sèche. Thomas revint quand le soleil était haut. Il s'arrêta sur le seuil, observa la femme qui se tenait droite au centre, puis demanda d'une voix basse. « Votre nom » Elle le prononça clairement, sans baisser les yeux. « Éléanore Hayes. » Il répéta lentement, avec respect. « Éléanore Hayes. » Et dans cet échange de noms, quelque chose se dénoua. Si cette histoire de dignité, reconquise au milieu de la poussière, vous touche déjà, si elle vous rappelle que le respect peut naître d'un geste aussi élémental qu'un bain offert sans contrepartie, alors abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite, car ce qui arrive ensuite va tout remettre en question. Thomas hocha une dernière fois la tête et sortit, laissant Éléanore face à son reflet dans une flaque restante, une femme qui ressemblait enfin à une survivante plutôt qu'à un fantôme. Les jours qui suivirent apportèrent une routine fragile au campement, faite de tâches de partager et de regards qui s'attardaient un peu plus longtemps, mais cette paix précaire, nichée au creux des falaises rouges, ne tarda pas à être menacée par les échos lointains d'un monde qui refusait de laisser les frontières se brouiller. Les rumeurs couraient dit plus vite que le vent du désert. Un chef apache avait emmené une femme blanche, une veuve abandonnée, et les langues des marchands comme Harlan Graves s'étaient donc déliées dans les saloons enfumés, transformant un geste de refus de l'injustice en histoire de rapt pour justifier une intervention. Bientôt, les cavaliers bleus apparurent sur les crêtes, silhouettes sombres contre le ciel pâle, guidés par un chasseur de primes nommé Captain Marcus Reed, un homme au visage taillé à la serpe, moustache cirée et yeux froids comme l'acier d'un colt. Reed n'était pas venu pour négocier. Il arriva avec une douzaine d'hommes, fusils chargés, et un mandat froissé dans la poche, prétendant agir au nom de la loi et de la décence. Le camp fut encerclé avant l'aube, les sentinelles apaches repérant trop tard les ombres qui se glissaient entre les rochers. Des coups de feu isolés crépitèrent, faisant fuir les chevaux et hurler les femmes qui protégeaient les enfants derrière les tipis. Thomas Red Hawk, malgré la cicatrice encore fraîche à la jambe, saisit son rifle et se posta à l'entrée du cercle, dirigeant les guerriers avec des gestes précis, la voix calme mais tranchante. Une balle l'atteignit à l'épaule dans les premiers échanges,
le projetant contre un rocher. Le sang chaud coula sur sa poitrine, mais il se releva, dents serrées, refusant de céder du terrain. Le camp résista, utilisant les falaises comme bouclier, chaque tir mesuré pour économiser les précieuses de cartouches. Au milieu du chaos, les soldats hurlaient à Eleanor de courir vers eux, agitant un drapeau blanc trompeur tout en maintenant la pression. « Madame Hayes !» criait Reed, d'une voix amplifiée par le porte-voix. « Nous sommes venus vous libérer. Cet Indien vous retient contre votre volonté. Venez maintenant, pendant qu'il est encore temps. » C'était l'instant décisif. Eleanor, accroupie derrière un muret de pierres sèches, le cœur battant à tout rompre, vit Thomas vaciller sous l'impact d'une nouvelle balle qui frôla sa tempe. Les soldats étaient à portée. Elle pouvait traverser la ligne de feu, lever les bras et retrouver le monde qu'elle connaissait. Un monde qui l'avait déjà abandonné une fois, mais qui promettait au moins la sécurité apparente des forts et des lois écrites. Pourtant, elle ne bougea pas dans cette direction. Au lieu de cela, elle se redressa, exposée au danger, et avança au centre de l'espace ouvert entre les deux camps, les mains vides, la chemise flottant dans le vent chargé de poudre. Les donces, les tirs se turent progressivement, surpris par cette silhouette inattendue. Reed plissa les yeux, incrédule. Eleanor parla alors, la voix ferme malgré la fumée qui irritait sa gorge, portant jusqu'aux deux côtés. « Je ne suis pas prisonnière. Personne ne me retient ici contre ma volonté. Pour la première fois, depuis que mon mari est mort sous vos balles et vos représailles, on me traite comme un être humain, pas comme un fardeau ou un prétexte. Si vous appelez cela une captivité, alors c'est votre monde à vous, derrière vos murailles et vos uniformes, qui est la vraie prison. » Un silence lourd s'abattit, seulement troublé par le gémissement du vent dans les canyons. Reed rougit de colère, cherchant une réplique, mais les mots d'Eleanor avaient déjà semé le doute même chez certains soldats qui connaissaient d'eux la réputation des massacres des deux côtés. L'affrontement ne tourna pas à la victoire éclatante. Les munitions apaches s'épuisaient, et Thomas, perdant trop de sang, donna l'ordre de repli. Le camp fut abandonné en hâte, les familles chargées sur les poneys, emportant seulement l'essentiel. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans les terres arides, vers des caches connues, seulement des leurs, laissant derrière eux les tipis fumants et les traces d'une bataille inégale. Le prix fut élevé. Un refuge perdu, des blessés à transporter, la menace constante d'une poursuite renouvelée. Mais dans ce choix collectif de ne pas livrer Eleanor, quelque chose d'irréversible s'était ancré, une ligne tracée dans le sable rouge contre l'idée que la dignité pouvait être négociée ou imposée par la force. Les mois qui suivirent, cette retraite forcée, furent une épreuve incessante, un combat quotidien contre une terre qui semblait décidée à tester jusqu'au bout la résistance de ceux qui osaient y tracer une ligne de dignité. Le nouveau refuge, creusé plus profondément dans les Badlands, où les canyons se resserraient comme des griffes de pierre, et où l'eau se faisait rare même pour les cactus, imposait une vie plus rude, plus austère, mais aussi plus unie. Thomas Red Hawk, l'épaule encore raide de la balle qui l'avait traversé, passait ses journées à explorer les pistes cachées, à négocier avec les rares clans alliés pour des échanges discrets de viande séchée contre poudre, tandis qu'Eleanor Hayes, loin de l'image de la femme fragile qu'on avait voulu lui coller, apprenait rapidement les gestes nécessaires à la survie collective. Elle tannait les peaux avec les femmes du camp, repérait les racines comestibles dans les arroyaux asséchés et, quand la fièvre frappait un enfant, appliquait les cataplasmes qu'elle avait hérités de sa vie de ferme, tout en écoutant les remèdes apaches à base de sauge et d'écorce de mesquite. La méfiance initiale s'effritait lentement. Les regards suspicieux des anciens se muèrent en hochements de tête approbateurs quand Eleanor, sans un mot de plainte,
portait l'eau sur de longues distances ou veillait auprès des blessés. Elle n'était plus l'étrangère blanche, mais une présence qui avait choisi de rester, payant chaque jour le prix de cette décision par la sueur et les ampoules, aux mains. Les saisons tournèrent avec une lenteur impitoyable. La sécheresse prolongée craquela la terre jusqu'à la faire saigner de fissures blanches, et les troupeaux de mustangs sauvages s'éloignèrent vers des pâturages plus cléments. La maladie rôda, emportant un vieux guerrier dont le corps fut placé sur une plateforme haute selon la tradition, exposé au vent et aux vautours pour que l'esprit rejoigne les ancêtres. Elénor assista à la cérémonie, immobile sous le soleil écrasant, et quand les chants s'élevèrent, graves et vibrants, elle sentit pour la première fois que sa propre perte, ce mari abattu sans raison, trouvait un écho dans ses voix anciennes. Un soir, autour d'un feu, réduit à quelques braises pour économiser le bois rare, elle parla enfin de son passé. Les mots sortirent durs, sans embellissement. La ferme construite de ses mains, les champs de maïs brûlés, le corps de son mari laissé dans la poussière, tandis que le convoi poursuivait sa route. Thomas écouta sans l'interrompre, les flammes projetant des ombres sur son visage impassible, puis il répondit à son tour, racontant les villages rasés, les traités déchirés avant que l'encre ne sèche, les enfants emmenés dans des écoles lointaines pour y être civilisés à coups de ceinture. Dans cet échange nocturne, sous un ciel si dense d'étoiles qu'il semblait peser sur la terre, ils ne cherchèrent ni consolation ni pardon. Ils reconnurent simplement que la même violence les avait marqués, et que le refus de la reproduire était un acte de résistance plus puissant que n'importe quelle arme. Quand les premières pluies revinrent enfin, tardives et violentes, transformant les arroyaux en torrents furieux et faisant éclore des fleurs sauvages sur la terre craquelée, le camp sembla renaître avec elles. Les enfants rirent à nouveau, courant sous l'averse comme pour laver les mois de privation. Elénor, les cheveux trempés, leva le visage vers le ciel, et Thomas, à ses côtés, observa cette femme qui n'était plus la silhouette brisée du marché, mais une survivante debout, ancrée. La légende des 2 sangliers et de la Voloprim, offerte par Harlan Graves, ne fit plus rire dans les saloons des villes blanches. Les voyageurs qui croisèrent parfois des Apaches sur les pistes lointaines rapportaient une autre version, celle d'un chef et d'une veuve qui avaient refusé le mensonge selon lequel seule la force décide de la liberté. Cette onde d'histoire circulait, discrète mais tenace, comme une fissure dans la grande illusion de la frontière conquise. Une fissure par laquelle filtrait une lumière ténue, mais réelle. Thomas Red Hawk et Elénor Hayes ne changèrent pas le monde. Ils ne renversèrent ni armée, ni loi. Mais dans ce coin perdu des Badlands, ils prouvèrent qu'on pouvait tracer une autre ligne dans le sable, celle où la dignité n'a pas de couleur, et où le respect, une fois choisi, devient une force que ni balles ni sécheresse ne peuvent entièrement effacer. Et parfois, dans l'immensité impitoyable de l'Ouest, cela suffit à faire vaciller les certitudes les plus solides. Et voilà, l'histoire de Thomas Red Hawk et Elénor Hayes s'achève sur cette fissure ténue dans le grand mensonge de la frontière. Une preuve qu'au milieu de la poussière et de la violence, 2 êtres peuvent choisir la dignité plutôt que la haine, et que ce choix, même minuscule, laisse une trace indélébile. Si ce récit vous a touché, si ces images de sable rouge, de silence lourd et de gestes simples vous ont fait réfléchir à ce que signifie vraiment le respect, alors dites-le-moi en commentaire. Qu'avez-vous ressenti? Quelle partie vous a le plus marqué? Votre avis compte énormément. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous remuera autant que celle-ci.